Radio Radicale, ci occupiamo delle interrogazioni al governo Philippe del 23 ottobre 2018 all'Assemblea nazionale francese. Dopo il rimpasto di governo che ha permesso a Édouard Philippe di mantenere il suo governo salvo e di ripresentarsi nuovamente alle Camere con un nuovo esecutivo, le polemiche politiche sul governo sembrano essere finite, ma non è finita la crisi politica della République en marche e soprattutto quella di Emmanuel Macron, che viene dato in grande crisi. I quotidiani francesi lo descrivono come dimagrito. A diciamo, rendere incandescente la situazione politica, però ci ha pensato un episodio che è accaduto alla periferia di Parigi, in un liceo di Créteil, dove un ragazzo di 16 anni di colore, insieme ad altri due amici, si è reso protagonista di un gravissimo episodio. Ha minacciato la professoressa del liceo con una pistola d'aria compressa, chiedendogli di segnare la sua presenza nel registro di classe. Spalleggiato da un compagno che lo incoraggiava a puntare la pistola alla professoressa e da un altro che riprendeva la scena, pochi giorni dopo il video è apparso sui social di tutto il mondo, diffuso dal quotidiano Le Parisien. Questo video ha provocato grande scandalo in Francia. Lo stesso presidente della Repubblica francese Macron è intervenuto definendo l'episodio inqualificabile. Sulla vicenda si è discusso molto. La maggior parte delle interrogazioni che ci sono state all'Assemblea nazionale francese hanno riguardato questo tema e hanno visto per protagonista il ministro dell'Educazione nazionale Blanquer, che è stato costretto a più riprese a intervenire nell'aula dell'Assemblea nazionale francese per rispondere alle interrogazioni di tutti i gruppi parlamentari. Questo è stato il tema principale che ha caratterizzato questa seduta dell'Assemblea nazionale del 23 ottobre del 2018. Il ministro dell'Educazione nazionale Blanquer è rimasto in qualche modo da solo, perché il nuovo ministro dell'Interno Castaner non è intervenuto sull'episodio del liceo di Créteil, visto che molti quotidiani hanno tirato anche in ballo il ruolo delle forze dell'ordine pubblico alle banlieue parigine, visto che questo liceo si trova a una decina di chilometri da Parigi, e questo tema pone anche in rilievo il ruolo del ministro dell'Interno, che è intervenuto su un altro tema che è stato tirato in ballo dai parlamentari dell'Assemblea nazionale francese, che è quello del risarcimento delle vittime della violenza. Su questo tema si è tenuto alla larga anche il premier Édouard Philippe, che la scorsa settimana ha affrontato il caso di Jean-Luc Mélenchon, che si è sgonfiato anche a seguito delle rivelazioni che sono apparse su tutti i quotidiani francesi, che dimostrano che Mélenchon avrebbe avuto dei riguardi nei confronti di persone a lui vicine per quanto riguarda l'uso dei fondi pubblici. Ma questa questione non è stata trattata durante i lavori dell'Assemblea nazionale francese. I gruppi di maggioranza si sono tenuti lontani dagli altri temi dell'attualità politica. La République en marche ha trattato il tema della libertà di stampa e di espressione nel mondo. È stato trattato un altro tema molto importante, che è quello del Cloud Act, che mette anche in dubbio la riservatezza dei dati dei singoli governi, dopo che nel marzo del 2018 gli Stati Uniti hanno approvato questa discussa legge che permette al governo degli Stati Uniti di intrufolarsi nei dati privati anche dei governi stranieri. Il primo ministro Édouard Philippe si è occupato dell'equità fiscale su un'interrogazione presentata dal gruppo parlamentare socialista, poco prima che iniziasse
la seduta dell'Assemblea nazionale dedicata alla legge di finanza che è stata approvata con una larga maggioranza. Resta il caso della difficoltà dell'ordine pubblico in Francia, che in qualche modo testimonia le numerose difficoltà che sta vivendo il Presidente della Repubblica francese e il suo traballante governo. Durante questi lavori dell'Assemblea nazionale francese non è stato trattato il tema dello scontro con l'Italia per gli sconfinamenti della Gendarmerie Nationale. Questo tema non è stato affatto trattato, non era stato trattato neanche la scorsa settimana, quando se n'era già cominciato a parlare. E vediamo come se l'è cavata il governo Philippe, Édouard Philippe, il neo ministro Castaner e il ministro dell'Educazione nazionale Blanquer durante quest'ora delle interrogazioni all'Assemblea nazionale francese. Buona visione. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Avant de passer la parole au premier orateur, je vous informe que la séance sera suspendue 5 minutes avant le vote solennel qui suivra la séance des questions au gouvernement. La parole est à Madame Valérie Beauvais. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et concerne les violences à l'école. Monsieur le ministre, la publication ce week-end d'une vidéo montrant un élève qui menace sa professeure avec une arme factice a suscité l'indignation. La violence à l'école n'est certes pas un phénomène nouveau, pourtant, depuis 18 mois, vous n'avez pris absolument aucune mesure pour mieux protéger les enseignants et les élèves victimes de ces actes inacceptables. Comme le disent de nombreux enseignants, votre seule réponse, c'est le leitmotiv, je cite, pas de vague. Pour toute réaction, vous indiquez encourager l'interdiction du téléphone portable. Quel mépris pour cette enseignante qui a été menacée et quel aveu d'impuissance quand le mal est si profond. Vous le savez bien, la majorité des principaux de collèges ne prévoit pas de modification de leur règlement intérieur. Votre mesure d'interdiction du portable sera donc totalement vaine. Monsieur le ministre, vous êtes le ministre des grands discours et des déclarations d'intention, mais vous êtes surtout le ministre de l'impuissance politique. La réalité, c'est que vous êtes dans l'incapacité de diriger votre administration et qu'il y a un décalage énorme entre vos paroles et vos actes. Vous dites encourager l'inclusion scolaire à l'école, mais vous ne proposez rien. Pire, vous refusez la proposition de loi des Républicains qui favoriserait le recrutement d'AVS alors que 1000 élèves en situation de handicap attendent toujours une AVS. Vous dénoncez l'absentéisme et la violence dans les classes, mais vous ne proposez rien. La question de la suspension des allocations familiales ne doit pas être taboue si elle permet de responsabiliser les parents. Par exemple, seriez-vous prêt à accepter, oui ou non, la proposition de loi de mon collègue Éric Ciotti de suspendre les allocations familiales en cas d'absentéisme scolaire répété? Monsieur le ministre, l'école n'a pas besoin d'un ministre qui commente l'actualité, elle a besoin d'un patron qui met les mains dans le cambouis et qui obtient des résultats. Quand allez-vous descendre de votre tour d'ivoire pour apporter des solutions urgentes aux problèmes concrets qui minent l'école? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Valérie Beauvais, ce qui est excessif est dérisoire et ce que vous venez de dire est très excessif. Contrairement à vous, ma première pensée, elle est d'abord pour cette professeure qui a subi ce qu'elle a subi la fin de la semaine dernière. Dès le début, l'institution a réagi. Et elle a réagi avant que vous ne sachiez quoi que ce soit. Les jeunes ont immédiatement... Une plainte a été déposée. Les jeunes ont eu une mise en examen. Est-ce que c'est possible de vous répondre? Est-ce que vous voulez donner... Vous êtes en train de donner l'exemple du chahut, vous êtes en train de donner l'exemple du désordre.
si... Oui, je pense en effet que si des élèves nous regardent, ils ne sont pas en train de prendre un bon exemple avec vous. Je le pense profondément, très profondément, parce que ce que vous avez dit est tout simplement faux. Nous avons fait plus en 18 mois que tous les gouvernements que vous avez pu soutenir, beaucoup plus. Et je vais vous donner les exemples. Dès que je suis arrivé, j'ai créé une cellule sur la sécurité, dirigée par un préfet. Les premiers discours que j'ai faits devant les chefs d'établissement ont été pour dire qu'ils ne... S'il vous plaît, on écoute la réponse du ministre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous posez des questions, écoutez les réponses, s'il vous plaît. Donc vous ne voulez pas Monsieur le ministre, vous avez la parole. Vous ne voulez pas de réponse à votre question, en fait. Et vous ne voulez pas savoir tout ce qui a été fait et que vous n'avez pas fait, de la situation dont on hérite, parce que des choses n'ont pas été faites auparavant. Premièrement, il n'y a eu aucun laxisme dans cette affaire. Les sanctions les plus fermes seront prononcées. Deuxièmement, depuis que je suis arrivé, et pour la première fois, on a dit qu'en effet, il ne fallait pas dire pas de vague dans les établissements. Et en effet, nous sommes en train de réagir établissement par établissement quand il y a des difficultés. Et en effet, nous sommes en train de créer des pistes de politique publique qui enfin prennent ce problème à bras-le-corps. J'aurai l'occasion de répondre plus tard. La parole est à madame. S'il vous plaît, si vous voulez bien, tout le monde va retrouver son calme. On va écouter les questions des uns et des autres et les réponses qui sont apportées. S'il vous plaît, la parole est à madame Aurore Berger. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Culture. La France est partout aux côtés de celles et ceux qui défendent la liberté d'expression et la liberté de la presse. Il y a quelques jours, Jamal Khashoggi était tué dans l'enceinte du consulat saoudien d'Istanbul. Son nom vient s'ajouter à ceux des journalistes anticorruption, Victoria Marinova, Jan Kuciak, Daphne Caruana Galizia, assassinés au cours des derniers mois. Dans le pays qui s'est dressé comme jamais pour la liberté de la presse après l'attentat contre Charlie Hebdo, ces morts inquiètent et suscitent l'émotion. Notre monde est parcouru de tentations autoritaires jusque sur le continent européen. Quand les contre-pouvoirs institutionnels sont affaiblis, il ne reste souvent plus que la presse pour porter la voix de l'indépendance et de l'enquête. Le travail journalistique n'a pas vocation à nous plaire ou à nous déplaire. Son existence et capacités d'enquête sont indispensables au fonctionnement de toute démocratie. Nous pouvons débattre des méthodes du journalisme, de ses évolutions dans un monde marqué par l'exigence permanente de l'immédiateté et de la viralité. Jamais nous ne devons nous autoriser à les mettre en danger. Jamais nous ne pouvons les désigner comme des cibles à la vindicte de partisans délibérément et complaisamment chauffés à blanc. La haine des médias n'est ni juste ni saine. Il est insupportable que des parlementaires osent saper les fondements de notre démocratie, attaquer l'indépendance des magistrats et de la justice, l'intégrité des forces de l'ordre et de fonctionnaires qui ne font que leur travail dans le respect des règles et avec un sang-froid qui suscite notre admiration. Il est insupportable qu'un parlementaire invite ses partisans à attaquer les journalistes, je cite, « pourrissez-les partout où vous le pouvez ». Aura-t-il des remords quand, à force de violence verbale, l'un de ses partisans optera pour la violence physique? Que vaudront alors ces remords? La parole est à monsieur Franck Riester, ministre de la Culture. Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la députée Aurore Berger, vous avez raison, il existe un certain nombre de pays dans le monde où les journalistes sont empêchés, sont torturés, sont même assassinés, parce qu'ils représentent un pilier de la démocratie, à savoir la liberté de la presse et le pluralisme. Ce pilier de la démocratie, nous devons absolument, nous, le préserver.
Je l'ai rappelé lors du 100e anniversaire du syndicat national des journalistes la semaine dernière, le gouvernement et les responsables politiques doivent systématiquement être aux côtés des journalistes qui sont attaqués dans le monde, mais aussi en France. Bien sûr, le journalisme n'est pas exempt de critique. C'est la raison pour laquelle une mission a été confiée à Emmanuel Hoog pour voir de quelle manière pourrait être créé un conseil de déontologie du journalisme. Ce conseil pourrait être installé dans les mois ou années qui viennent, étant donné que c'était un des grands sujets de débat lors du texte sur la manipulation de l'information. Mais rien ne justifie des menaces, des insultes ou même des incitations à la haine et à la violence à l'encontre des journalistes. Le gouvernement sera toujours du côté de la liberté de la presse et du pluralisme de la presse et de l'indépendance de la presse. Madame, je sais que vous êtes très attachée aux questions d'audiovisuel public. Le gouvernement présentera dans les mois qui viennent un texte sur l'audiovisuel et où sera réaffirmé les principes d'indépendance de l'audiovisuel public. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Guy Bricout. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je m'adresse à vous car mon intervention concerne plusieurs ministres de votre gouvernement. Ma circonscription a connu beaucoup de drames. Des exemples. Assassinat d'une dame de 51 ans dans un chemin piétonnier par un jeune de 15 ans qui voulait voir ce que ça faisait que de tuer quelqu'un. Une jeune fille tuée par une voiture en plein centre de Cambrai. Le responsable n'a pas encore été trouvé. Les familles concernées par ces drames viennent régulièrement me voir et m'expliquer leur désarroi. Je précise que j'ai de fréquents rapports constructifs avec la police et la justice. Les remarques qui m'ont été faites par les familles, c'est tout d'abord un sentiment d'abandon et d'isolement très fort. En cas d'autopsie, il n'y a pas d'informations sur la sortie du corps, peu d'informations sur l'évolution de l'enquête et du dossier pénal, peu d'informations sur les différentes formalités à accomplir vis-à-vis des assurances et enfin et surtout, pas d'assistance psychologique. Ceci m'amène à vous demander, Monsieur le Premier ministre, dans le cadre de la réforme de la justice à venir, envisagez-vous de créer des postes d'agents de force de l'ordre ou de la justice spécialement formés pour aider les victimes dans leur reconstruction psychologique et leur démarche? D'autre part, et c'est d'actualité, la télévision et les réseaux sociaux montrent trop d'images de violence et parfois même le mode d'emploi pour se tuer ou pour tuer. Comme ce jeune de Créteil qui a pointé un revolver factice sur un professeur. Les images mises sur les réseaux sociaux laissent à penser à une véritable prise d'otage. Violence à l'école, mais aussi des adolescents qui n'hésitent plus maintenant à tuer. Monsieur le Premier ministre, je souhaite savoir quelles mesures le gouvernement compte prendre pour renforcer la censure, répertorier et combattre les sites mis en cause comme Mono Challenge, dont la dernière victime s'est pendue pour répondre au jeu et par peur des représailles et pour qui le prochain défi arrivé des États-Unis est d'avaler des berlingots de lessive. Certes, des interventions sont faites par les forces de l'ordre, mais ne pourrait-on pas intégrer dans le programme scolaire une information des jeunes sur les risques qu'ils encourent et pourquoi pas en y associant les parents qui sont les premiers concernés? Merci. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Bricout. Je vous remercie de m'adresser cette question, de nous adresser cette question, parce qu'elle concerne, hélas, des faits extrêmement graves, vous les avez évoqués, qui sont produits dans votre circonscription et qui, hélas, seraient le quotidien dans la violence de nos forces de sécurité qui doivent subir et intervenir pour cela. Mais vous avez raison. Non seulement il y a les victimes, il y a leurs familles, leurs proches, et il y a l'accompagnement. L'accompagnement des familles de victimes, des proches, de ceux qui ont pu assister à ces scènes, mais aussi l'accompagnement de nos forces de l'ordre qui doivent intervenir. Et il faut que nous soyons particulièrement mobilisés sur ce sujet. Depuis plusieurs années, et sous l'autorité de nombreux ministres, quel que soit leur engagement politique, a été mis en place dans chaque commissariat, dans chaque gendarmerie, une personne, des personnes en charge de cet accompagnement psychologique est absolument nécessaire. Il est nécessaire à l'instant T, mais il est nécessaire, vous avez raison, dans la durée. Et il faut leur donner les moyens de pouvoir accompagner, de sorte qu'il y ait un accompagnement adapté, individualisé, pour à chaque fois éclairer dans le processus de l'enquête, éclairer aussi dans les droits
que les familles peuvent avoir pour se faire entendre. Il y a aussi de façon plus globale la volonté du gouvernement d'accompagner et de doter de moyens la délégation interministérielle à l'aide aux victimes. J'étais hier dans l'Aude avec la déléguée interministérielle et je sais l'importance des moyens d'accompagnement de celles et ceux qui ont fait l'objet de différentes attaques. Et j'étais aux côtés de la déléguée interministérielle hier à Trèves pour justement voir comment nous pouvons accompagner celles et ceux qui ont été victimes d'un attentat terroriste que tout le monde a en tête. Mais il nous faut aussi, monsieur le député, aller sur ces nouvelles formes de violence que vous avez évoquées, en particulier celles destinées ou exposées aux jeunes qui peuvent les amener à commettre ces violences. Et le Premier ministre a annoncé que dès l'année prochaine, vous auriez l'occasion d'un travail parlementaire qui permette de les préserver de toutes ces tentatives de violence, de les accompagner, de les sensibiliser au fait que jamais, jamais, aucune violence n'est acceptable. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Erwan Balanant. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La question de l'enfance coupable est une des plus urgentes de l'époque présente. Cette phrase, ouvrant l'exposé des motifs de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, est malheureusement toujours d'actualité. Vendredi, un lycéen brandissait une arme à l'encontre de l'une de ses professeurs. Filmée par un témoin, cette agression a été diffusée sur les réseaux sociaux. Harcèlement scolaire, agression de professeurs, capture et diffusion d'images violentes, autant de fléaux qui sévissent au sein de notre école, c'est inacceptable. Les personnels scolaires dénoncent la passivité de leur hiérarchie avec notamment le hashtag « Pas de vague ». Nous devons ici réaffirmer notre soutien aux enseignants. Mais soutenir ne suffira pas. Il faut agir car tolérer, c'est arrêter de protéger. Protéger les victimes, parfois dévastées, mais protéger également les auteurs, souvent mineurs, contre les conséquences désastreuses de leurs actes qui influenceront leur futur et la société. À l'école, nous devons renforcer la prévention contre la violence et en parallèle imposer les sanctions adaptées pour dissuader et éduquer. En 2015, plus de 1,2 million de décisions en matière pénale concernant les mineurs ont été rendues. Alors que les procédures sont nombreuses, l'ordonnance de 1945 vient compléter des textes éparses et créer un régime peu lisible. Si l'esprit de ce texte va dans le bon sens, il est urgent d'entreprendre une réforme de la justice pénale des mineurs, comme l'a notamment pointé la Commission consultative des droits de l'homme. Quelle réponse le gouvernement compte-t-il apporter afin de réinstaller un climat paisible au sein de l'école républicaine? Et la directive européenne relative à la justice pénale des mineurs doit être transposée avant juin 2019. Par quelles mesures et à quelles échéances cette transposition sera-t-elle réalisée? Impliquera-t-elle une modification de l'ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs? Merci. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Erwan Balanant, votre question évidemment embrasse de nombreux sujets relatifs aux enjeux éducatifs de notre pays. D'abord, il est très important de pouvoir dire sereinement, dans un silence respectueux, il est important de pouvoir dire dans un silence respectueux qu'aujourd'hui, sans attendre demain, des règles strictes s'appliquent dans notre système. C'est ce qui s'est passé jeudi. Dès que les faits ont été connus, nous avons fait ce qu'il y avait à faire. Les jeunes ont été déférés, il y en a un qui est mis en examen, une sanction disciplinaire sera prononcée. La sanction disciplinaire sera très vraisemblablement l'exclusion. Mais que se passe-t-il une fois qu'il y a l'exclusion? Il y a tous les problèmes que vous avez dit. Il y aura d'abord les sanctions judiciaires, ne préjugeons pas de ce que l'autorité judiciaire dira, et il y aura le suivi éducatif que nous, Éducation nationale, avec aussi le ministère de la Justice, nous pouvons faire vis-à-vis d'un élève comme cela. Nous devons avoir donc une effectivité des sanctions et un suivi des jeunes dans l'intérêt de tous et dans l'intérêt de la société. Pour y arriver, nous ouvrons des pistes. Ces pistes, nous n'avons pas attendu cet événement pour les ouvrir. Nous faisons depuis 1 an et demi le recensement de tous les faits et une réponse à chacun de ces faits. C'est ainsi, par exemple, que plusieurs établissements en France ont eu des réponses qui ont permis de remettre de l'ordre là où c'était nécessaire. Exemple, le lycée Gallieni de Toulouse, qui était dans le désordre et qui est maintenant dans l'ordre. Par rapport aux pistes que vous suggérez,
par rapport aux pistes que vous suggérez. Nous travaillons avec différents ministres, et notamment la ministre du Travail, parce qu'aujourd'hui, les EPID correspondent à une formule qui a bien fonctionné. Nous allons en développer plusieurs dizaines dans les temps à venir, précisément pour avoir des solutions adaptées pour chaque élève. Enfin, je rappelle qu'avec la ministre de la Justice, nous avons programmé déjà 20 nouveaux centres éducatifs fermés, parfaitement adaptés pour des élèves comme ceux que nous avons vu, hélas, agir la semaine dernière. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Danielle Obono. Cette question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Même si, étant donné le peu d'autorité qu'il a démontré avoir sur ses précédents gouvernements, il serait certainement plus rapide de s'adresser directement au banquier en chef de la start-up Macron. Il l'a dit, c'est lui le seul responsable, et précisément, il s'agit d'un domaine qu'il connaît très très bien. Je veux parler du dernier scandale de fraude fiscale impliquant les plus grandes banques européennes, le scandale Cum-Ex Files. Les Cum-Ex Files, ce sont 55 milliards d'euros sur 15 ans, volés aux États et au peuple européen, et 3 milliards par an pour la France. C'est l'association crapuleuse de banques, d'avocats fiscalistes et d'entreprises du CAC 40 français, du DAX allemand et du London Stock Exchange. Les 3 principales banques françaises, BNP Paribas, Crédit Lyonnais et Société Générale, seraient concernées. Les mêmes qui se gavent d'agio sur les petits découverts ont des bureaux entiers dédiés à faire évader l'argent. C'est l'exemple même que pour lutter efficacement contre la fraude fiscale et l'évasion, il faut plus que les grandes déclarations d'intention dont vous êtes coutumier. Il faut, face aux délinquants en col blanc, une volonté politique de fer qui se donne de moyens fiscaux et policiers suffisants, ce dont en la matière vous manquez cruellement. Jugez donc. Au cours des derniers mois, nous vous avons proposé des mesures fortes pour lutter contre ce fléau. Renforcement de l'abus de droit fiscal, sanctions dissuasives contre les complices de fraude, redéfinition des accords avec les paradis fiscaux, encadrement strict du secret des affaires qui leur permet de tout dissimuler, augmentation des moyens d'investigation et d'action des agents des comptes publics. Rejeté par votre majorité. Vous avez préféré faire adopter des textes sans consistance, car vidés d'outils contraignants. Et vous préférez continuer la casse du service public fiscal, censé lutter contre ces fraudes. En 2018 et 2019, il va y avoir 2313 postes en moins dans le ministère des Comptes publics. 3100 postes ont été supprimés dans les seuls services et les syndicats insistent sur les difficultés à détecter les fraudes. Ma question, lors des prochains examens législatifs, allez-vous demander à votre majorité de réétudier plus sérieusement nos propositions et augmenter le nombre de nouveaux postes d'agents déjà chargés de combattre cette délinquance ? La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Obono, je suis très étonné parce que aujourd'hui votre question devant vos collègues et la télévision sans doute mérite la démagogie avec laquelle vous me posez ce problème, alors que dans l'hémicycle, Madame la députée, vous n'avez pas adopté le texte de lutte contre la fraude qui nous permet justement de pénaliser demain les intermédiaires financiers. Et c'est un grand regret que vous devez avoir désormais. Parce que voyez-vous, Madame la députée, que propose le texte qu'a présenté le gouvernement? Nous, jusqu'à présent, nous n'avions pas la possibilité de poursuivre ceux qui étaient des intermédiaires financiers, y compris, pourquoi pas, en effet, d'après ce que dit le journal Le Monde, de grandes banques françaises, parce que nous les poursuivrons. Et on n'a pas attendu, Madame la députée, les révélations du journal Le Monde. Sachez que parmi les entreprises qui ont pu être révélées, un certain nombre ont déjà connu un certain nombre de contrôles fiscaux qui ont mis à mal ces montages. Et des pénalités de 80% ont été appliquées par l'administration dont j'ai la charge. La seule différence, c'est que nous pourrions considérer qu'il vaut mieux un travail dans l'ombre et efficace qu'une démonstration qui malheureusement s'arrête aux mots que vous évoquez un peu trop souvent dans les médias. Madame la députée, permettez-moi de vous dire autre chose. Le scandale que vous évoquez est un scandale qui essentiellement ne touche pas les entreprises françaises. Il existe peut-être pour 3 milliards, puisque c'est ce qui est évoqué par les journalistes que je remercie de leur investigation, et les vérifications sont en train d'être faites. Et je peux vous assurer, Madame la députée, je sais que vous avez un parti robespierrien, mais écoutez au moins avant de condamner. Je peux vous assurer, Madame la députée, que si un intermédiaire financier, qui plus est une grande banque française l'a fait, elle sera poursuivie et elle sera condamnée grâce à la loi votée par la majorité. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Olivier Falorni. Merci, Monsieur le Président. Le nouveau groupe Liberté et Territoires est un groupe qui respecte l'institution.
Nous demandons simplement à ce que l'institution respecte notre groupe et que nous puissions tout simplement siéger au centre de l'hémicycle, car là est notre position politique. Liberté et territoire, ce combat entre, hélas, en totale résonance avec la très grave agression dont a été victime cette enseignante de Créteil, braquée en plein cours par un de ses élèves. Collègues. Voilà. Continuez, chers collègues, s'il vous plaît. Le respect, l'autorité. J'espère qu'il n'y a pas d'élèves dans la tribune. Continuez, chers collègues. Liberté, territoire, liberté, oui. La première de nos libertés, c'est la sûreté. Et je trouve particulièrement dramatique d'en arriver à devoir se battre pour que soit assurée la liberté d'enseigner dans la sécurité. Territoire, oui, la République a abandonné certains de ces territoires, qu'ils soient ruraux ou urbains. Et en l'occurrence, elle les a abandonnés à la violence. Car en effet, il ne fallait surtout pas faire de vagues. Pas de vagues. Oui, je l'ai moi-même entendu quand j'étais enseignant, comme de trop nombreux professeurs, alors qu'ils avaient été victimes d'insultes, de menaces et parfois même de coups. Monsieur le ministre, il faut mettre un terme à ces décennies de déni, mettre un terme à cette lâche habitude de minimiser pour essayer d'acheter la paix. Le Rochelais que je suis sait une chose. À vouloir nier la vague, on s'expose au raz de marée. Et face à la vague, il n'y a qu'une alternative, la fuite ou la digue. Or, la République ne peut plus, ne doit plus reculer, car les limites ont été franchies, les barrières ont été brisées. Il nous faut donc rebâtir ces digues qui s'appellent... La parole est à M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Falorni, je crois que nous allons être bien d'accord. Je tiens à préciser une chose, c'est que je trouve assez paradoxal aujourd'hui d'être accusé éventuellement d'être complice de ce qui est en train de se passer, pas par vous, alors même que depuis que je suis arrivé dans mes fonctions, et on peut regarder des vidéos, des discours que j'ai prononcés depuis que je suis arrivé, je n'ai cessé de dire à tous les personnels de direction, je l'ai dit, tout le monde peut le vérifier, je ne suis pas dans la philosophie du pas de vague, tous les faits doivent être signalés, chaque fait signalé doit faire l'objet d'une sanction, cette sanction doit être éducative et on ne doit pas avoir peur de faire des conseils de discipline. Je l'ai dit, c'est écrit, c'est dit. Bien entendu, je n'ai pas la prétention, en 18 mois, d'avoir renversé des décennies qui parfois ont pu se caractériser par du laxisme. Je n'ai pas cette prétention. Bien entendu, nous savons que le mal est profond. Bien entendu, nous savons qu'il passe par plusieurs solutions et pas par une seule. D'abord, les solutions constructives. Quand nous dédoublons les classes de CP et de CE1 par 2, nous construisons l'avenir avec des enfants qui ne feront pas ce que nous avons vu la semaine dernière. Et c'est le premier point, bien sûr, c'est le point éducatif. Mais c'est aussi avec la fermeté. Et cette fermeté, je n'ai pas attendu la semaine dernière, ni pour l'afficher, ni pour la mettre en œuvre, puisque nous avons créé des équipes dans chaque rectorat pour intervenir à chaque fois qu'un fait est signalé. C'est la première fois que ceci existe. Et c'est en train d'endiguer la violence qui arrive. Bien entendu, il y aura toujours des faits. Il y en a eu dans le passé, il y en aura. Simplement, oui, nous nous sommes fixés de les diminuer, et oui, nous nous sommes fixés de les sanctionner, et oui, nous nous sommes fixés d'avoir un suivi. Ce suivi passera notamment par ces centres éducatifs fermés que nous avons prévu de construire, et c'est dans le projet de loi de finances 2019, donc nous ne l'avons pas inventé la semaine dernière, c'est prévu, et nous, oui, nous le ferons en développant les EPID, et oui, la force doit être du côté du droit, et c'est ce que je dis depuis le début, et c'est ce qui enfin est mis en œuvre. Merci. La parole est à Monsieur Jacques Catin. Applaudissez. Hop. Mais déjà, j'ai le temps, moi. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. À maintes reprises dans cet hémicycle, différents intervenants se sont fait des chantres des allègements des charges salariales dans le but de renforcer la compétitivité de nos entreprises, et ils ont eu raison. Le gouvernement avait proposé dans le cadre de la PLFSS
2019 la suppression de l'exonération des charges patronales pour les travailleurs occasionnels en agriculture. Cette idée a été repoussée par la Commission des affaires sociales et je la félicite. Je rappelle que la main-d'œuvre saisonnière représente pour nos filières agricoles 30 à 70% du prix de revient de nos productions. La mesure qui était envisagée impacterait directement sur le territoire national près de 900 000 contrats et représenterait une charge inacceptable de plus de 140 millions pour nos exploitations très souvent familiales. L'allègement des charges patronales spécifiques en place à ce jour a été créé pour faire face au dumping social de nos concurrents européens qui bénéficient de conditions bien plus favorables car moins respectueuses du modèle social français auquel nous tenons. Lors de nos débats récents sur la loi Egalim, vous n'avez cessé de nous expliquer que l'avenir de notre agriculture reposait sur des produits rémunérateurs de proximité et de qualité. Aussi, comment inciter à produire demain avec un surcoût salarial de 30% minimum déjà aujourd'hui? Alors que chez nous, en Alsace, ma belle Alsace, les conseils départementaux viennent de prendre une initiative exemplaire en maintenant le RSA en complément de salaire pour la période des récoltes. J'espère, Monsieur le Premier ministre, que vous n'allez pas revenir ici à Paris sur une décision pleine de sagesse de la Commission des affaires sociales. Alors que nous ne cessons d'être sollicités par des agences de prestations de main-d'œuvre étrangères, nous voulons continuer à maintenir des vendanges traditionnelles avec nos belles vendangeuses. La parole est à Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, allez-y, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le député, la fougue que vous mettez pour poser votre question, alors que désormais plus personne ne l'entend, mais la première partie a été, je crois, bien comprise par l'ensemble de vos collègues et par le gouvernement. En effet, monsieur le député, ce que veut faire ce gouvernement, c'est de faire en sorte de revaloriser le travail, c'est de faire en sorte que les baisses de charges soient dans tous les secteurs d'activité économique, et y compris pour l'agriculture. Mais vous savez très bien, et depuis des années, qu'il y a des distorsions de concurrence entre certains pays de l'Union européenne. C'est tout ce qu'il faut faire dans l'équilibre, dans le cadre des futurs accords internationaux. C'est ce que l'État français voudra faire dans le cadre de la discussion de la future politique agricole commune. Et soyez sûr, monsieur le S'il vous plaît, on écoute la réponse du ministre, ministre. que le gouvernement sont sensibles à la force de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, car en effet, ce gouvernement veut que ce soit le travail qui soit rémunéré, ce gouvernement veut que les baisses de charges contribuent au salaire, au bas salaire, et contribuent à créer de l'emploi. C'est ce qui doit se passer dans tous les secteurs de la société, c'est ce qui se passera, monsieur le député, dans le secteur de l'agriculture. Avec la loi Egalim que la majorité de l'Assemblée nationale a votée, nous pensons que dès demain, lorsqu'elle sera promulguée, lorsque les ordonnances auront été signées, eh bien tout simplement, nous inverserons ce qui se passe depuis des années. Depuis 20 ans, on entend dire que les agriculteurs ne vivent pas de leur travail, que les prix ne sont pas rémunérateurs. Avec la loi Egalim, monsieur le député, il en sera inverse demain. Merci, monsieur le ministre. S'il vous plaît, la parole est à monsieur Olivier Damézin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, à laquelle je joins l'ensemble de mes collègues. Il y a bientôt 10 ans a été mise en place une exonération totale de charges pour les contrats saisonniers appelés TOD, dont 90% concernent l'agriculture. Pourquoi ? Pour retrouver des filières de production françaises et leur permettre de se développer et d'exporter en réduisant le coût du travail, alors que la concurrence des pays voisins européens était forte. Au-delà de l'agriculture, nous soutenons pleinement le gouvernement dans son action qui favorise le travail et le retour à l'emploi. Nous avons soutenu pour cela la transformation du CICE en allègement de charges pérennes pour l'ensemble du monde de l'entreprise au 1er janvier 2019. Pour autant, des particularités de certaines filières,
tels que la viticulture, l'horticulture, le maraîchage et l'arboriculture ne s'y retrouvent pas pleinement du fait de la nature même du travail saisonnier, comme chez moi dans le Lot-et-Garonne. Alors face à cela, nous avons porté la voix de nos territoires, la voix de la ruralité et dans ce cas précis, la voix de nos agriculteurs, en vous alertant sur la suppression de cette exonération dont 900 000 contrats de travail étaient consacrés l'an dernier. Vous nous avez entendus, puisque vous avez déposé un amendement dans le cadre du PLFSS, en proposant un système de compensation d'allègement de charges supplémentaires avec un point maximal pour 1 point SMIC et s'éteignant progressivement 1,6 SMIC pour 2019 et 2020. Mais nous avons fait le compte et nous pensons qu'il faudrait faire plus pour préserver la compétitivité de la filière viticulture et limiter la perte dans les cultures spécialisées. Pour cela, nous allons déposer un sous-amendement pour un allègement 1,15 SMIC. Monsieur le ministre, à l'heure où nous avons avancé d'un pas de géant avec la loi Egalim et la réforme de la fiscalité agricole, à l'heure où le monde agricole vous écoute, vous qui venez de prendre vos fonctions, soutiendrez-vous notre nouvelle proposition? Vive notre action, vive le Sud! Merci, Monsieur le Président. La parole à Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Damézin, merci d'avoir indiqué que vous soutenez le gouvernement dans cette politique de baisse de charges pérenne, dans la transformation du CICE en baisse de charges qui va rendre utile dans tous les secteurs de la société, mais également dans l'agriculture. Favorable à l'emploi, car la pérennisation du CICE en baisse de charges va être très importante pour l'agriculture. Globalement, le paquet agricole y est bénéficiaire, avec, je l'évoquais à l'instant, les mesures sur la loi Egalim, avec les mesures fiscales, avec les baisses de charges qui vont être effectuées, l'ensemble de l'agriculture française est bénéficiaire de ce changement de stratégie économique. Et merci de l'avoir souligné. Mais comme vous l'avez très bien dit, il y a un secteur qui, lui, n'est pas bénéficiaire, c'est celui où les agriculteurs ont peu de travailleurs permanents et beaucoup de travailleurs saisonniers. Aussi, merci à vous, Mesdames et Messieurs les députés, de tous les bancs, d'avoir alerté le gouvernement, suite aux rencontres que vous avez eues dans vos départements, pour indiquer que cette situation pouvait mettre en péril des exploitations. J'en suis absolument conscient. Le Premier ministre et le Président de la République, qui ont été alertés également, sont favorables à ce que nous avancions dans cette direction et que le Premier ministre m'a confirmé qu'il fallait faire des compensations pour permettre qu'il y ait moins de perdants. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a déposé un amendement dans le cadre du PLFSS pour mettre l'exonération de charges jusqu'à 1,1. Mais vous venez d'indiquer, monsieur le député, que vous souhaitiez, que votre groupe souhaitait aller un peu plus loin pour mettre à l'abri un certain nombre d'exploitations agricoles. Le Premier ministre vient d'arbitrer sur la proposition que vous venez de faire, indiquant que des compensations supplémentaires étaient importantes afin de permettre à ces exploitations agricoles de vivre encore mieux. C'est la raison pour laquelle le gouvernement donnera un avis favorable à votre sous-amendement, monsieur le député. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame la présidente Valérie Rabault. Merci, monsieur le président. Monsieur le Premier ministre, il n'y a pas de cohésion là où il y a exclusion. Cette phrase, c'était celle de François Mitterrand en 1988. 30 ans après, nous pourrions dire il n'y a pas de cohésion là où vous faites de grands perdants. Ma question porte sur les perdants de votre politique fiscale. Je veux parler, bien entendu, des 14 millions de retraités français, en ne revalorisant quasiment pas leur pension en 2019, alors même que l'inflation est de 2%. Pour 8 millions de retraités, la hausse de la CSG combinée à cette absence de revalorisation de pension est équivalente à une perte de pouvoir d'achat d'un demi-mois de retraite sur 2019. C'est du jamais vu dans notre pays. Vous faites les poches des Français qui sont contraints de prendre leur véhicule, soit parce qu'ils habitent à la campagne, soit parce qu'ils n'ont pas accès au transport en commun. Pour une famille, 2 parents, 2 enfants, c'est 576 € de taxes à payer en plus en 2022 par rapport à 2017. Vous prélevez ainsi 55 milliards d'euros de plus sur les ménages et les entreprises françaises et vous n'en consacrez qu'un 5e à la transition énergétique. Alors vous allez me répondre, il y a la baisse de la taxe d'habitation. Je vous dirai, elle n'est pas immédiate, elle ne couvre pas toutes les hausses et surtout sa répartition est injuste. Les grands perdants seront encore ceux qui n'habitent pas dans les centres-villes. Vous allez me répondre, il y a le reste à charge zéro.
Sauf que pour ce reste à charge zéro, les Français vont payer via les augmentations de mutuelles. L'équivalent de 200 € de plus, de 200 € de plus. Alors, Monsieur le Premier ministre, la France est grande quand elle est unie, quand sa cohésion est assurée. Monsieur le Premier ministre, comment allez-vous résoudre ces fractures territoriales entre Français que vous êtes en train de créer? Nous vous avons fait des propositions. Merci Madame Rabault. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente, vous m'interrogez sur l'évolution du pouvoir d'achat, l'évolution de la fiscalité, en mettant l'accent sur les mesures qui ont été décidées et proposées par le gouvernement, adoptées par l'Assemblée nationale, et qui tendent en effet à transformer notre modèle fiscal en prenant des partis pris qui sont assumés. Vous avez évoqué la question de la fiscalité qui s'applique au carburant, en indiquant qu'elle était le signe d'un désintérêt pour les plus fragiles ou pour ceux qui vivraient le plus loin des centres-villes. Madame la Présidente, vous avez une très grande et une très parfaite connaissance des questions budgétaires et fiscales. Vous avez étudié ces sujets, vous avez participé à la définition des trajectoires fiscales qui ont prévalu pendant les 5 années du mandat précédent. Vous les avez assumées d'ailleurs en produisant des rapports qui justifiaient l'augmentation de la fiscalité écologique comme elle est parfois définie. Nous prenons, Madame la Présidente, nos responsabilités. Nous avons indiqué très tôt que si nous voulions transformer et si nous voulions mettre en place la transition que beaucoup de Français attendent, s'agissant de la prise en compte de l'économie entre guillemets décarbonée, que si nous voulions aller vers cela, il fallait envoyer un signal prix, que nous devions donner une trajectoire carbone affichée, qu'elle devait même être, Madame la Présidente, et vous le savez parfaitement, qu'elle devait même être visible, prévisible et irréversible. Et lorsque des voix et des consciences se lèvent pour dire que c'est à cette condition que nous allons décarboner l'économie, tout le monde, et je dirais singulièrement sur vos rangs, tout le monde est d'accord. Et quand on rentre dans le détail, Madame la Présidente, c'est-à-dire quand on applique ces bons principes, ces beaux principes, eh bien on se rend compte que c'est plus difficile à assumer. Alors oui, Madame la Présidente, nous voulons faire en sorte que l'utilisation constante et croissante du fioul ou du pétrole soit moins simple. Nous voulons faire en sorte que l'augmentation du prix du pétrole soit prévisible. Dans l'augmentation actuelle que nous connaissons, il y a environ 70 à 75% de l'augmentation du prix qui vient de l'augmentation de la matière première. Et il y a 20 à 25% qui résultent de décisions assumées par le gouvernement d'augmentation de la mise en œuvre de la taxe carbone. Nous devons aller dans cette direction. Et pour aller dans cette direction, nous devons accompagner ceux qui sont les plus fragiles et qui subissent évidemment les prix et le coût. C'est ce que cette majorité fait quand elle développe la prime à la conversion. C'est ce que cette majorité fait lorsqu'elle augmente le chèque énergie. C'est ce que cette majorité fait lorsqu'elle mettra en place dans la loi LOM les instruments qui permettront le développement des transports collectifs, y compris dans les intercommunalités où il n'y a pas d'autorité organisatrice de transport. Et vous savez parfaitement, Madame la Présidente, que si l'on veut accompagner cette transition, il faut prendre et ces mesures courageuses s'agissant des prix et les mesures d'accompagnement qui sont contenues dans le PLF 2019 et qui seront mises en œuvre progressivement grâce à l'appui de cette majorité. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Bruno Studer. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. J'espère qu'elle sera intelligible jusqu'au bout, malgré mon accent alsacien, que j'essaye furieusement de cultiver ces derniers jours. Accent alsacien, j'irai prendre des cours transpartisans chez M. Catin, parce que j'ai encore des progrès à faire. Pourquoi est-ce que j'ai envie de défendre l'accent alsacien? Peut-être, mesdames et messieurs, parce que c'est au nom de cet accent qu'en Alsace, nous avons subi des moqueries, des brimades,
Non, ce n'est pas une honte, parfois même des règlements de compte sanglants. Non, je suis fier de l'accent alsacien, monsieur Stroman, et vous aussi. Je veux poser ma question, monsieur le ministre. Je veux poser une question toute simple, parce qu'en Alsace, on aime aussi la simplicité et l'efficacité. Tous les rapports, toutes les enquêtes montrent que, en ce qui concerne l'enseignement des langues vivantes, nous pouvons faire des grands progrès. Alors, monsieur le ministre, ma question sera simple. Quelle est votre stratégie pour l'enseignement des langues vivantes? Que ce soit les langues vivantes de nos concitoyens européens, mais aussi d'autres habitants d'autres continents. Alors, mesdames et messieurs, non, ce n'est pas une honte, vous n'avez pas le monopole de l'Alsace. Vive l'Alsace, vive la République, et vive tous les accents de France, de Strasbourg et même de Marseille. Bien, merci. Merci de ce moment. Merci de ce moment glottophile. Et je donne la parole à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Et on écoute, s'il vous plaît, le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bruno Studer, merci pour cette question très importante, puisque la question de l'enseignement des langues est effectivement un grand enjeu pour notre pays. Il y a, vous le savez, le Président de la République, dans son discours du 26 septembre 2017, a fixé des objectifs ambitieux. Il a souhaité d'ailleurs les partager avec d'autres pays européens. Il a envisagé que d'ici 2024, chaque étudiant puisse parler 2 langues européennes, mais aussi que la moitié d'une classe d'âge ait passé au moins 6 mois dans un autre pays européen. Et nous avons commencé à mettre en œuvre cette mesure, par exemple pour les lycéens professionnels, dans le cadre de la réforme professionnelle. Il s'agit aussi de renforcer l'enseignement des langues vivantes européennes dans l'ensemble des pays européens. Nous savons que nous devons l'encourager rentrée après rentrée. À la rentrée 2017, nous avons donné un nouvel élan aux sections européennes et aux classes bilingues. Nous les avons recréées là où elles avaient disparu et ce nouvel élan, aujourd'hui, est salué par tous. À la rentrée 2018, l'inspectrice générale Chantal Manès et Alex Taylor ont remis un rapport sur le renouveau des langues qui donnera lieu à un plan que j'annoncerai dans quelques temps, quelques semaines à peine, qui nous permettra notamment de renforcer l'enseignement des langues à l'école primaire. Et dans le Grand Est, vous le savez bien, la langue allemande joue un rôle tout particulier et sera particulièrement encouragée comme langue vivante 1, même si c'est souvent l'anglais qui est la langue vivante 1 qui est encouragée dans les différentes parties de notre pays. Ceci passera aussi par des nouveaux assistants en langue maternelle à l'école primaire. Enfin, il est important de préciser que lors du vote de la loi sur l'école de la confiance au début de l'année 2019, nous envisageons, sur le modèle de l'école internationale qui existe à Strasbourg et qui en effet peut être un modèle, l'existence de nouveaux établissements que nous appellerons les EPLEI, c'est-à-dire des établissements internationaux qui permettront une alliance entre l'éducation nationale et les collectivités locales pour l'apprentissage renforcé des langues étrangères. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Philippe Latombe. Merci, monsieur le président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le secrétaire d'État en charge du numérique, Mounir Majoubi. Elle porte sur le Cloud Act, le fameux Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, ce cavalier législatif américain, subrepticement glissé au milieu de plus de 2000 pages de la loi sur les dépenses de 2018, voté sans débat au Congrès américain et paraphé par Donald Trump. Ce texte permet aux autorités américaines d'exiger des prestataires de services et des opérateurs numériques américains qu'ils livrent les informations personnelles de leurs utilisateurs sans en informer ces derniers ni devoir passer par les tribunaux, et même lorsque les dites données sont stockées hors du territoire américain. Après les sanctions économiques américaines envers les entreprises européennes suite au retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, nous avons un autre exemple d'extraterritorialité juridique d'un seul pays sur le reste du monde. Il s'agit d'un sujet très grave, mes chers collègues, qui met en danger les libertés individuelles, menace les industries à travers le risque d'espionnage industriel et donc notre souveraineté nationale. Nous ne pouvons pas accepter une telle émission d'un État étranger, fût-il plus puissant dans nos affaires. Si l'Europe a un sens, elle doit se saisir rapidement de cette question et mettre en place les mesures nécessaires à la défense de nos intérêts. C'est pourquoi cette question aurait pu tout autant s'adresser à la garde des Sceaux, au ministre de l'économie, au ministre des Affaires étrangères ou au Premier ministre. Aussi, je nous interroge collectivement, comment la France, dans le cadre de ses relations directes avec les États-Unis,
notamment à l'occasion de la visite du président Trump le 11 novembre prochain, peut-elle jouer un rôle moteur au sein de l'Union européenne pour faire en sorte que le RGPD soit effectivement protecteur de nos libertés, protecteur de nos identités, et pour faire en sorte que le désordre numérique ne vienne pas s'ajouter au désordre du monde? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État en charge du numérique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Latombe, vous avez raison, vous venez de parler du Cloud Act, un texte qui est passé assez rapidement au Congrès le 23 mars 2018 et qui porte à la fois sur les données mais aussi sur les contenus de toutes les entreprises américaines et de leurs filiales, où qu'elles soient situées dans le monde. Concrètement, c'est un texte avec une portée extraterritoriale qui pourrait s'appliquer à tous les citoyens français, à toutes les PME françaises qui stockeraient leurs données chez un prestataire américain, y compris sur le territoire français. Alors pourquoi ça pose un problème? Ça pose un problème parce que nous avons avec ces pays de nombreux textes qui régissent les rapports et les protections de ces lois, notamment le Privacy Shield. Privacy Shield, qui est un accord entre les États-Unis et l'Europe, dont la réévaluation a eu lieu la semaine dernière. Lors de cette réévaluation, la France a demandé à la Commission de mettre à l'ordre du jour ce sujet, et nous pourrons rendre public des échanges dans les prochaines semaines. Le deuxième texte avec lequel il pose un très grand problème, et vous l'avez abordé, c'est RGPD, ce règlement général pour la protection des données qui est rentré en vigueur en mai 2018. Grâce à ce texte, avec ce texte, aucune limitation ne peut être portée sur la protection des données personnelles des Européens, même un texte étranger. Et toute limitation qui serait tentée d'être faite sur la protection de ces données personnelles pourrait entraîner une sanction jusqu'à 4% du chiffre d'affaires, soit 1,5 milliard d'euros de sanctions. Donc vous voyez, sur ce jeu, nous jouons à poids égal avec les Américains. C'est pourquoi, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, nous avons, depuis plusieurs mois, organisé un travail interministériel et interétatique avec les différents pays de l'Union concernés par ce sujet, afin de peser. Mais sachez que là-dessus, nous ne subissons pas. La France est leader sur ce sujet et porte le poids et la voix de l'Europe. Et je serai amené, avec le ministre des Affaires étrangères, à en rendre compte dans les prochaines semaines. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Stéphane Demilly. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre des Transports, afin d'échapper aux embouteillages, faire des économies et préserver l'environnement, nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des modes de transport alternatifs, et c'est bien sûr tant mieux. La trottinette, jadis ringarde, est dorénavant en tête des ventes des véhicules personnels. En 2017, pas moins de 50 000 trottinettes électriques ont été vendues en France, soit 5 fois plus qu'en 2015, et le mouvement s'accélère. Terminez la patinette de Miss Trottin, cette jeune employée qui partait faire les courses en trottinant et qui a donné son nom à la célèbre trottinette. Désormais, sans transpirer, on atteint les 25 km/h. Elles sont électriques, je l'ai dit, et sont en concurrence avec les overboards, les monocycles, les gyroproues, les rollers électriques et autres gyropodes. Des véhicules que l'on voit débouler de plus en plus nombreux sur les trottoirs et routes de nos villes. Routes et trottoirs qui deviennent de plus en plus dangereux, leur profusion rendant les espaces de circulation particulièrement anarchiques. Pour en revenir à l'engin dorénavant motorisé de Miss Trottin, si l'interprétation de la réglementation laisse à penser qu'il peut rouler sur les trottoirs, je cite, à l'allure du pas, c'est-à-dire 6 km/h, je m'interroge sur les moyens à mettre en œuvre pour faire respecter cette vitesse. Je n'imagine pas en effet que l'on puisse installer des radars à trottinettes. Un peu de légèreté pour un sujet sérieux, car il y a là une vraie question de sécurité à régler, et à régler vite, tant le mouvement prend de l'ampleur, tant les accidents s'intensifient et tant le flou plane sur la réglementation. Madame la Ministre, dans la loi mobilité, envisagez-vous des mesures pour faire cohabiter tous ces nouveaux usages? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports et des trottinettes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Stéphane Demilly, le gouvernement sera toujours au rendez-vous pour soutenir les innovations qui apportent de nouvelles solutions de mobilité à nos concitoyens. Et ce sera l'un des objectifs du projet de loi d'orientation des mobilités. Et ces nouveaux engins électriques de déplacement personnel font partie de ces nouvelles solutions. Mais une innovation n'est positive que si elle se développe dans un cadre adapté, permettant qu'elle bénéficie à tous.
Il en va de la sécurité tant des piétons que des utilisateurs. Et en effet, nous ne pouvons pas laisser des engins circulant à 20 ou 30 km/h mettant en risque la sécurité des piétons sur les trottoirs. En cohérence avec ce projet de loi d'orientation des mobilités, nous allons donc créer une nouvelle catégorie de véhicules dans le code de la route. Ces engins pourront circuler sur les pistes ou sur les bandes cyclables ou dans les zones à 30 km/h, mais leur place n'est pas sur les trottoirs où la sécurité des piétons doit être assurée. Ces règles doivent pouvoir prendre en compte les situations locales et donc nous donnerons aux maires la possibilité d'adapter ces règles en tenant compte de la situation de leur territoire. J'ajoute qu'au-delà des bouleversements que représentent ces nouveaux engins de déplacement personnel, la loi d'orientation des mobilités donnera aussi un cadre pour le développement des services en free floating. Beaucoup d'élus le demandent à Paris, à Bordeaux, à Lille. Et donc nous permettrons également aux collectivités locales de définir un cahier des charges pour le développement de ces nouveaux services. Vous le voyez, notre objectif n'est pas de contraindre, mais de proposer un cadre adapté pour le développement de ces nouveaux services de mobilité au service de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Stéphane Testet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, la vidéo diffusée depuis samedi dernier sur les réseaux sociaux montrant un lycéen de 16 ans en train de menacer avec une arme une enseignante dans un lycée à Créteil a suscité une forte émotion dans le pays. Cette émotion est logique. Logique à juste titre, tant la salle de classe est un lieu sacré et le respect envers les professeurs, un principe qui doit être inébranlable. L'agression de cette professeure relance le débat sur les violences scolaires car il apparaît nécessaire et urgent de rétablir l'ordre et l'autorité dans les établissements, tous les établissements. Certes, il faut nuancer cette violence scolaire et bien comprendre que cette scène inadmissible est heureusement un acte isolé. D'après les chiffres mesurés par le système d'information et de vigilance sur la sécurité scolaire, le CIVIS, entre 2007 et 2017, le nombre d'actes de violence se situe autour de 14 pour 1000 élèves durant une année scolaire. Ce chiffre est stable, mais beaucoup trop important et inacceptable, d'autant que de nombreux actes, et notamment les violences verbales, sont dirigés principalement contre les enseignants. Depuis quelques jours, les langues se délient et les témoignages se multiplient chez les enseignants, sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter où des dizaines de milliers de messages ont été postés avec le hashtag #PasDeVague pour dénoncer le silence de l'Éducation nationale face à ce type de violence, même si des progrès notables ont été notés depuis votre nomination en tant que ministre. De nombreux incidents, peu ou pas médiatisés, pointent une absence de réaction de la hiérarchie face à ces violences, les chefs d'établissement préférant parfois éviter de faire parler négativement de leur établissement. Se détériorant peu à peu, la relation de confiance entre les professeurs et leur hiérarchie est ainsi abîmée. Comment, Monsieur le ministre, comment rétablir cette confiance, mot-clé de la politique éducative que vous menez avec détermination? Je vous en remercie. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Stéphane Testet, ce qui s'est passé à Créteil, en effet, permet de réfléchir et d'agir sur les enjeux de la sécurité à l'école. Pour répondre avec méthode à votre question, je crois que nous devons distinguer 3 cercles. Il y a le cercle de la classe, le cercle de l'établissement, le cercle des abords de l'établissement. S'agissant de la classe, le premier point, c'est évidemment le respect de l'autorité. Ce respect de l'autorité, je l'ai affiché depuis mon arrivée, en disant notamment qu'on doit respecter son professeur, et je demande d'ailleurs, j'ai demandé à de nombreuses reprises à la société française de respecter les professeurs, c'est les discours que nous tenons sur eux, c'est le respect que nous leur affichons en permanence dans tout ce que nous disons et faisons. Et je le fais depuis le début, j'ai même utilisé l'expression « je suis le ministre des professeurs », puisque je sais bien que c'est de cette façon qu'on peut être le ministre des élèves. Le respect, donc l'autorité, cela signifie que tout fait signalé doit effectivement être suivi, doit avoir un suivi et donc une sanction appropriée. Il y a aussi l'échelle de l'établissement. L'échelle de l'établissement, cela signifie le travail d'équipe. Cela signifie aussi la capacité pour un établissement d'être soutenu par le rectorat, par l'académie, à chaque fois qu'il y a de gros problèmes. C'est ce qui s'est passé avec le lycée Gallieni de Toulouse, que je citais tout à l'heure, où à partir du moment où une sorte d'appel à l'aide a été lancé, nous avons été capables de venir, j'y suis allé personnellement, et nous avons réinstallé l'ordre au bénéfice de tous, y compris d'ailleurs des élèves contrevenants, parce qu'ils sont les premiers à savoir que lorsque l'on rétablit l'ordre, c'est aussi dans leur intérêt, c'est dans l'intérêt en réalité de tout le monde. Les enfants et les adolescents ont besoin que l'on fixe des limites.
Et puis il y a les abords de l'établissement, qui supposent cette fois-ci de l'interministérialité et de la collaboration avec les collectivités locales. C'est pourquoi, avec Christophe Castaner, nous avons entamé les travaux qui vont nous permettre d'afficher les nouvelles mesures de sécurité, notamment aux abords des établissements, notamment par rapport au phénomène de bandes et de trafic de drogue, qui sont aussi des choses qui empoisonnent nos écoles, parce que nos écoles importent aussi les problèmes de la société, et c'est peut-être cela même le problème principal. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Hubert Wulfranc. Madame la secrétaire d'État, je suis contraint de vous dire que nos sites et nos emplois industriels continuent d'être sacrifiés. En Normandie, à 100 mètres à vol d'oiseau, les deux multinationales de la filière papier, le suédois SCA et l'américain Kimberly-Clark, liquident ou préparent la liquidation de leur usine. 125 emplois pour l'une, 136 pour l'autre. L'une en refusant une reprise concurrentielle, donc pour SCA, l'autre en négociant la vente de son usine à un consortium financier conduit par la banque Goldman Sachs. Toujours en région, dans la filière agroalimentaire, c'est le groupe Andros, un des condamnés du cartel du yaourt, qui réduit à peau de chagrin son usine Maminova avec 116 suppression d'emplois, alors que Davigel, à quelques dizaines de kilomètres, acheté par l'américain Cisco, supprime 112 emplois. Je n'interpelle pas ici uniquement en fonction de la Normandie. J'interpelle au niveau national, Ford en Aquitaine, Vallourec dans le Nord. Ce sont des dizaines de sites productifs et leurs emplois qualifiés qui sont menacés. Tous les moyens sont bons pour les multinationales, consolidées dans leur course au profit par les lois d'abaissement des droits des travailleurs que votre majorité a adoptées. Ici, le groupe refuse de vendre à un industriel crédible. Là, il la vend à un pur financier de Wall Street. Là, il remise l'usine au rang d'atelier privé de représentation syndicale. Ici, il contraint les salaires alors que les dirigeants et les actionnaires augmentent leur rémunération. Les députés communistes, Madame la secrétaire d'État, vous demandent de revenir à une économie industrielle d'avenir, dégager des profits à court terme qui ouvrent droit notamment à la prise en compte des contre-projets portés par les représentants des salariés. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Wulfranc, vous avez effectivement cité une liste de sites qui sont aujourd'hui en difficulté et dont l'avenir de l'emploi est préoccupant. Moi, j'aimerais remettre ces dossiers, je vais y revenir, mais j'aimerais remettre ces dossiers dans une perspective plus large, si vous me le permettez. Je constate qu'en 2017, et pour la première fois depuis 10 ans, l'emploi manufacturier a augmenté. Je constate également qu'il y a plus de sites qui ont ouvert que de sites qui ont fermé. Je crois que notre mission économique est précisément de savoir accompagner ces transformations de l'industrie, de savoir accompagner les filières qui sont en train de créer des emplois et d'organiser en bon ordre le repli de certaines filières. Et ça, c'est la responsabilité et c'est notre responsabilité. Je me permets également de préciser que c'est précisément notre souhait, en permettant par nos décisions et par les lois qui ont été mises en œuvre, de faciliter le climat des affaires, de faciliter les investissements, de faciliter également les investissements étrangers en France, de faire de la France une terre d'attractivité. La loi Pacte, très précisément, a pris une série de séries qui facilitent l'implantation de nouveaux emplois en France. J'ajoute qu'une série de dispositifs spécifiques sont également mis en œuvre. Je veux citer le Conseil national de l'industrie, les 16 filières sur lesquelles nous travaillons, qui se réunira prochainement le 22 novembre. Je veux citer la démarche Usine 4.0. Je veux citer
la mission territoire d'industrie, conduite notamment par le député Bonnel. C'est pas terminé. Bon, donc c'est tous ces projets qui nous permettent de créer des emplois et de transformer notre économie industrielle. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Alexandre Freschi. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, ma question s'adresse à Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. La surmortalité par suicide chez les agriculteurs est de 20 à 30% supérieure à la moyenne nationale. Ce chiffre révèle les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Dans ma circonscription, un élu local a décidé d'entreprendre une marche de 540 km afin d'alerter et de mettre en lumière le désarroi que vivent nos concitoyens du monde agricole et du monde productif agricole. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Ministre, parce que je sais que vous avez reçu Monsieur Patrick Morin ce jour et que vous avez été très attentif aux éléments qu'il a pu vous transmettre et qu'il a pu recueillir lui-même tout au long de sa marche. La loi Egalim, vous l'avez rappelé, est une avancée importante pour l'agriculture française. Elle permet de remettre les agriculteurs au cœur du dispositif et d'ici pour objectif, et aussi pour objectif de faire en sorte que leurs revenus puissent être décents. Le contexte actuel, pour autant, invite à une réflexion plus globale, une réflexion au niveau européen. La nouvelle politique agricole commune, qui est actuellement discutée à Bruxelles, peut, si elle est bien négociée, être un atout pour nos agriculteurs et leur permettre de bénéficier d'aides ou de moyens supplémentaires pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Alors la PAC est critiquée par certains États membres, trop technocratique, trop coûteuse, trop défaillante. Néanmoins, je suis convaincu que c'est une ambition initiale que nous devons continuer de soutenir parce que c'est la seule solution pour permettre à nos agriculteurs et à nos consommateurs d'envisager une agriculture marquée du sceau de la durabilité. De fait, Monsieur le Ministre, ma question est la suivante. Face à l'issue incertaine des négociations de la PAC et au risque de perte de revenus des agriculteurs français, quelles seront les positions que vous défendrez dans la négociation de la PAC 2020 ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Alexandre Freschi, vous évoquez 3 points dans votre question. Tout d'abord, je voudrais vous dire qu'après avoir reçu Monsieur Morin, nous pouvons tous nous dire qu'il n'est pas possible qu'en 2020, en 2019, en 2018, dans les années 2020, des agriculteurs se suicident parce qu'ils sont trop endettés ou parce qu'ils ne gagnent pas leur vie. Et je voudrais avoir une pensée pour tous les agriculteurs et pour toutes leurs familles. Ils se lèvent tôt, ils se couchent tard, ils travaillent 7 jours sur 7. Ils méritent une rémunération. C'est ce que fait le gouvernement dans les allègements de charges. C'est ce que fait la loi Egalim en construisant les prix. Ça n'a jamais été fait depuis des années. Cela fait des années que vous parlez de ces sujets. C'est cette loi qui va l'avoir fait. Et ça sera une réalité. Et puis vous évoquez évidemment le sujet de la politique agricole commune. Le président de la République, le premier, a évoqué la volonté qu'il y ait une politique agricole commune intégrée au niveau de l'Union européenne. Cette politique agricole commune est le gage de la vie de nos agriculteurs. Aujourd'hui, les agriculteurs veulent vivre plus de rémunération que de subventions, mais il n'empêche que si la politique agricole commune devait baisser, eh bien ce serait une catastrophe. C'est la raison pour laquelle nous n'acceptons pas la position qu'a prise la Commission européenne de baisser le montant de la PAC. C'est inacceptable, la France ne se laissera pas faire et voudra avec d'autres pays monter sur d'autres directions. Aujourd'hui, il y a 20 pays qui sont ensemble pour une PAC plus intégrée, plus importante, avec une transition économique, une transition environnementale, une transition sanitaire. C'est ce que nous voulons faire et nous y arriverons grâce à vous, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.